Imaginez ceci. Le rugissement des moteurs à réaction résonne sur une piste froide en Russie, un nouvel avion de ligne élégant décolle et pour la première fois depuis des années, la Russie entre dans l'arène face au duopole de Airbus-Boeing. Posons la question qui fait le tour des hangars de Toulouse à Seattle, et si la Russie pouvait grignoter la domination occidentale dans l'aviation commerciale avec un avion principalement conçu sans technologie occidentale? Et si le prochain saut en avant des monocouloirs venait d'un pays décidé à prouver qu'il peut construire des avions de classe mondiale selon ses propres règles? Ce n'est pas juste une supposition. Fin avril 2025, le Yakovlev MC-21-310, une variante entièrement équipée de moteurs, d'avionique et d'ailes en matériaux composites russes, a fait son vol inaugural. Cela a marqué une étape clé après des années d'adaptation aux sanctions qui ont forcé la Russie à remplacer les composants étrangers par des technologies nationales. Le MC-21 original avait volé pour la première fois en 2017 avec des moteurs Pratt et Whitney, mais les sanctions à partir de 2022 ont stoppé les chaînes d'approvisionnement occidentales. Les ingénieurs ont rapidement pivoté en remplaçant par les moteurs Aviat Vigatel et PD-14 les premiers turbofans russes développés pour les avions commerciaux depuis des décennies, tout en peaufinant l'avionique, l'hydraulique et d'autres systèmes domestiques. Ces ailes en composite de carbone, fabriquées avec une pointe de technologie russe utilisant des robots avancés de placement automatisé des fibres, offrent une structure plus légère et plus solide, cruciale pour l'efficacité énergétique et la performance. Le MC-21 vise à rivaliser avec la domination du marché de l'Airbus A320 Neo en proposant une cabine plus large et des matériaux modernes. Mais le parcours n'a pas été facile. L'intégration des nouveaux systèmes russes a retardé la certification et entraîné des compromis sur la portée et l'altitude de vol. Pourtant, le vol du MC-21-310 en 2025 envoie un message audacieux. La Russie ne recule pas dans l'aviation commerciale. Avec la production nationale désormais en priorité, le MC-21 pourrait redessiner la concurrence future si la production peut être montée en volume, si les normes de certification mondiale sont respectées et si les compagnies en dehors de la Russie acceptent de tenter l'aventure. Entre-temps, les sanctions occidentales comprimant la flotte russe forcent les compagnies à envisager des avions fabriqués en Russie pour leur avenir. Qu'est-ce que cela signifiera pour vous, passionnés, alors que le ciel mondial pourrait s'ouvrir à de nouveaux rivaux? Pourriez-vous faire confiance à un avion né dans le creuset des sanctions? Accrochez-vous parce que l'histoire du MC-21 est loin d'être terminée et il pourrait bien être le challenger qui fait pencher la balance dans la partie à haut enjeu de l'aviation commerciale. Pour vraiment comprendre le MC-21, il faut rembobiner la cassette, revenir à l'époque où les compagnies aériennes du drapeau soviétique survolaient les continents à bord d'appareils emblématiques comme l'I-62M. Ces machines, conçues pour l'endurance et l'autonomie, symbolisaient une industrie aérospatiale farouchement indépendante. L'I-62M, par exemple, pouvait transporter 180 passagers sur près de 11 000 km sans une seule pièce occidentale. C'était plus qu'un avion, c'était une déclaration. Mais tout a changé avec l'effondrement de l'URSS. Soudain, l'aérospatiale russe s'est retrouvée en chute libre. Les financements ont tari, les jets occidentaux ont inondé le marché et l'industrie, autrefois fière, a été forcée de regarder depuis la touche alors que Airbus, mais aussi Boeing, se partageaient le ciel. Pourtant, sous la surface, l'ambition refusait de mourir. Au début des années 2000, les ingénieurs et stratèges russes ont commencé à préparer un comeback. La vision, un avion capable de rivaliser avec les meilleurs de l'Ouest. Pas seulement comme un cheval de bataille régional, mais comme un vrai concurrent sur le marché mondial des monocouloirs. Ce rêve a pris forme avec le projet MC-21, lancé officiellement en 2007. Au début, l'approche était pragmatique. Les designers russes se sont associés à des fournisseurs occidentaux pour des systèmes critiques, l'avionique, les matériaux composites, même les moteurs, espérant mêler l'expertise locale à une technologie mondiale éprouvée. Le premier prototype, présenté en 2016, affichait un mélange d'ADN russe et étranger. C'était un pont entre deux époques et en 2017, il a pris son envol pour son premier vol. Mais ensuite sont arrivées les sanctions. Suite à l'escalade des tensions géopolitiques, les fournisseurs internationaux se sont retirés en masse. Soudain, les ambitions aéronautiques russes ont été mises à rude épreuve. S'adapter ou rester cloué au sol. Chaque composant majeur, moteur, commande de vol, système électrique, devait désormais être développé sur place.
remplacer les moteurs Pratt et Whitney par le nouveau PD-14, construire l'avionique russe de zéro, fabriquer localement les ailes en composite carbone avancé, tout est devenu une urgence. Le résultat? Des années de retard, oui, mais aussi une explosion d'innovation sans précédent. Les usines ont été rééquipées, les ingénieurs se sont mobilisés et une nouvelle chaîne d'approvisionnement a pris vie. En avril 2025, le prototype MC21310, immatriculé 7305, a réalisé un vol symbolique avec presque tous ses systèmes, navigation, affichage cockpit, câblage électrique, fabriqués en Russie. Pilotes et ingénieurs ont passé plus d'1 heure dans les airs, soumettant l'appareil à des tests rigoureux sans trouver la moindre panne. Pensez à cette transformation. L'histoire du MC-21 existerait-elle sans l'épreuve des sanctions? Ou bien l'adversité est-elle devenue l'étincelle qui a ravivé les ambitions aéronautiques russes? Et si c'est le cas, que pourrait signifier cela pour le prochain chapitre de la compétition mondiale dans l'aérospatiale? Entrons dans le MC-21 et découvrons ce qui fait de ce jet un sérieux concurrent technique, pas seulement un symbole politique. L'un des éléments marquants, c'est l'aile. Ce n'est pas un longeron en aluminium habituel. Les ailes du MC-21 sont en polymère renforcé de fibres de carbone, PRFC, fabriquées grâce à un procédé avancé de moulage par injection de résine hors autoclave. Ce n'est pas qu'un simple tour de fabrication, cela signifie des ailes plus légères, des coûts de production réduits et une structure robuste prête à affronter facilement les hivers rigoureux de Sibérie. Cette méthode de fabrication permet à Yakovlev de produire des ailes plus rapidement et à grande échelle, un avantage potentiel par rapport aux techniques traditionnelles sous autoclave utilisées par Airbus et Boeing. L'intérêt ici, c'est de gagner du poids, jusqu'à 15% de moins dans les zones critiques de l'aile, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique, mais aussi une portée accrue. Chaque kilogramme compte lorsqu'on vole à 35 000 pieds, 10 700 mètres. Dans la cabine, le MC-21 offre une largeur de fuselage de 4,06 mètres. C'est plus large que les environ 3,95 mètres de l'Airbus A320 Neo et les 3,76 mètres approximatifs du Boeing 737 MAX. Cet espace supplémentaire signifie des sièges plus larges, une allée plus large de 50 à 60 cm et plus de place pour les coudes. Les passagers profitent d'un vol nettement moins confiné, d'un embarquement plus rapide, mais aussi d'un confort supérieur sur les longs trajets à travers la Russie ou alors vers l'Asie. Le MC-21 est propulsé par le moteur russe PD-14. Il délivre environ 14 tonnes de poussée et présente un design modulaire mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la facilité d'entretien. Son rapport de dérivation est d'environ 8,5, inférieur à ceux des moteurs Pratt et Whitney PW1100G et CFM LIB 1A qui affichent des rapports allant de 10 à 12 environ. Mais il reste compétitif pour sa taille et son usage. La Russie prévoit d'améliorer le PD-14 avec des matériaux plus légers et des émissions réduites d'ici 2027, montrant un engagement à long terme. Ne négligez pas l'expérience passager améliorée. La cabine du MC-21 est pressurisée pour simuler une altitude de seulement 1800 mètres, bien inférieure aux 2400 mètres habituels chez les concurrents. Cela réduit la fatigue, mais aussi les maux de tête, rendant les vols plus doux et plus silencieux. Ajoutez à cela des fenêtres agrandies, près de 30% plus grandes que chez les rivaux, une isolation phonique avancée et une suite avionique modulaire entièrement russe, et vous avez un avion conçu de la cabine pour une exploitation moderne et un confort optimal. Alors, voici une question. Avec ces innovations nées du besoin et de la rigueur, le MC-21 pourrait-il pousser les géants comme Airbus et Boeing à repenser leur design à allée unique? Et en tant que passager, sentiriez-vous la différence entre une cabine conçue pour un vrai confort et une autre bâtie sur le compromis? Mettons le MC-21 face à ses plus grands rivaux. Sur le papier, le duel est tentant. Vous avez le concurrent russe, le MC-21-310, propulsé par le moteur PD-14 qui fait face à l'Airbus A321 Neo et, dans une moindre mesure, au Boeing 737 MAX 9. À première vue, les caractéristiques semblent proches, mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. Voici un résumé rapide. Dès le départ, la cabine plus large du MC-21 se démarque. Ses 36 cm de plus, environ 14 pouces, signifient des sièges plus larges, des allées plus spacieuses et une sensation d'espace plus ouverte, ce qui fait une vraie différence pour le confort des passagers. Mais l'autonomie est le talon d'Achille du MC-21.
L'A321neo, surtout la version XLR, peut atteindre environ 8700 km sans escale, soit près de 50% de plus que le MC21 qui plafonne autour de 5100 km. Pour les compagnies aériennes qui ciblent des lignes longues et peu fréquentées, cet écart est rédhibitoire. Le Boeing 737 MAX 9 se positionne entre les deux en termes d'autonomie mais aussi de capacité. En consommation de carburant et coût d'exploitation, le MC21 affichait à ses débuts des projections promettant 12 à 15% de coût en moins que l'A320neo grâce à ses ailes composites et sa structure plus légère. Mais après que les sanctions ont obligé à remplacer des composants par des pièces domestiques plus lourdes et le moteur russe PD14, cet avantage a disparu. Maintenant, l'efficacité énergétique est à peu près équivalente à celle de l'A321neo, solide mais pas révolutionnaire. La fiabilité, c'est un autre point clé. Le moteur PD14 est nouveau et pas encore éprouvé en service aérien mondial, alors que les familles A321neo et 737 MAX enregistrent des milliers de vols quotidiens dans le monde entier. Le carnet de commandes du MC21 reste sous la barre des 350, surtout auprès de compagnies russes et de la CEI, tandis que l'A321neo cumule des milliers de commandes mondiales. La certification est le coup le plus dur pour le MC21. L'absence d'agrément EASA ou FAA signifie qu'il est cloué au sol hors de la Russie et de quelques pays alliés. Sans certification internationale, la plupart des grandes compagnies aériennes ne peuvent même pas le considérer. Cela dit, il y a une particularité intéressante. Les problèmes de production chez Boeing et le carnet de commandes d'Airbus qui s'étale sur des années créent des attentes. Pour des régions comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et certaines parties de l'Amérique latine, à la recherche de nouveaux avions mais mal desservis par les livraisons occidentales, le MC21 pourrait combler une niche vitale à condition que la Russie assure une production en temps voulu et un support. Mais alors, la question reste, dans un monde avide de capacités et d'alternatives, la cabine plus large du MC21 et son prix compétitif sauront-ils séduire des acheteurs loin du duopole occidental ? Ou bien ses limites de portée, ses obstacles de certification et son historique pas encore prouvé le relègueront-ils sur la touche? C'est une histoire qui va encore se dérouler dans les prochaines années et en tant que passionnés, nous suivrons chaque étape depuis le siège copilote. Chaque nouvel avion prometteur doit traverser sa propre épreuve avant d'intégrer la flotte, mais pour le MC21, cette épreuve est particulièrement redoutable. Les vents contraires du programme ne sont pas seulement techniques, ils sont profondément politiques et logistiques. Tout d'abord, le passage du prototype à la production a été ralenti par l'ampleur même de la substitution nationale. Les sanctions ont obligé les fabricants russes à remplacer plus de 40% des composants du MC21 par des alternatives fabriquées localement. Cela signifie donc des années d'essais, mais aussi d'erreurs, des casse-têtes liés à la chaîne d'approvisionnement et une recertification des systèmes critiques, moteurs, avioniques, voire des 70 km de câblage à bord. Il n'est pas surprenant que la production en série soit repoussée à 2026 avec Aeroflot et Spartavia prévus comme premiers gros clients. Mais malgré ces obstacles, les autorités aéronautiques russes poursuivent leurs efforts. Les vols de certification continuent, avec pour objectif l'approbation réglementaire complète en Russie d'ici début 2026. Voici le hic. Sans validation par l'EASA ou la FAA, le MC21 ne peut pas légalement opérer dans la majeure partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou d'autres marchés majeurs. C'est un cercle fermé qui limite les exportations aux pays soit indifférents, soit activement alignés avec la position géopolitique de Moscou. Mais alors, qui se tient en ligne pour acheter ? À ce jour, le carnet de commandes est dominé par des compagnies russes et des porteurs de la CEI avec un intérêt timide de pays comme l'Iran et peut-être l'Inde ou la Chine, des marchés où la politique et le prix l'emportent sur la fidélité aux marques occidentales. La Russie cible également l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, espérant que le prix compétitif du MC21 et son indépendance des chaînes d'approvisionnement occidentales séduiront les compagnies aériennes confrontées à de longues listes d'attente chez Airbus et Boeing. Pour le Kremlin, le MC21 est bien plus qu'un avion. C'est un symbole, une déclaration volante que la Russie peut prospérer sous pression, mais aussi construire une technologie de classe mondiale sans intervention occidentale.
C'est pourquoi le gouvernement a investi des milliards dans de nouvelles usines, chaînes d'approvisionnement et recherche et développement pour le programme. Chaque vol d'essai réussi n'est pas seulement une étape vers le service commercial, c'est une victoire politique diffusée aussi bien aux alliés qu'aux rivaux. Mais les risques restent réels. La Russie pourra-t-elle soutenir une flotte mondiale, assurer un flux continu de pièces de rechange et soutenir les compagnies aériennes durant des années d'exploitation? Les acheteurs feront-ils confiance à un appareil sans historique international éprouvé? Et dans quelle mesure la géopolitique, plutôt que la performance ou le prix, déterminera-t-elle le sort du MC-21? En regardant vers l'avenir, ces questions pèsent lourdement. Le MC-21 est autant un test de l'ambition industrielle russe qu'un programme aéronautique. Et à chaque nouvelle livraison, les enjeux ne font que monter. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le MC-21 et quel avenir pour l'aviation commerciale? Remettons ça dans son contexte global. Ce n'est pas juste un nouveau biréacteur à fuselage étroit, c'est un symbole de la résilience russe, de l'ingéniosité technique, mais aussi de la volonté de tracer une voie indépendante dans un monde tout sauf prévisible. Le parcours du MC-21 ressemble à un plan de vol à enjeux élevés. Des ambitions audacieuses, des turbulences soudaines et maintenant une longue approche vers une possible révolution du marché. On a vu comment les sanctions ont forcé un pivot complet vers la technologie nationale, catalysant des innovations dans les ailes composites, le confort cabine et la conception moteur. On a aussi vu que sa cabine plus large, ses systèmes modulaires ainsi que ses moteurs PD14 fabriqués maison pourraient, au moins sur le papier, rivaliser avec des poids lourds occidentaux comme l'A321 Neo. Mais voici la réalité. Malgré toutes ces promesses techniques, le MC-21 doit relever de nombreux défis. Sans certification internationale, ses ailes sont coupées court face à la scène mondiale. Son avenir dépend de plus que des vols d'essai, c'est une affaire de fiabilité, de bâtir la confiance des compagnies aériennes et de prouver qu'une chaîne d'approvisionnement russe peut soutenir les opérateurs partout dans le monde. Et bien sûr, la géopolitique planera sur chaque vente, chaque livraison, chaque contrat de maintenance. Pourtant, il y a un sentiment d'attente difficile à ignorer. Le MC-21, forgé dans le creuset de l'isolement, pourrait-il devenir le modèle qui brise enfin le duopole Airbus-Boeing? Ou est-il condamné à rester un champion régional, une étape technologique qui ne quitte jamais vraiment l'orbite de sa patrie? Alors qu'on observe les mois à venir, les étapes de certification, les premières livraisons, les possibles lancements internationaux, une chose est sûre, l'histoire n'est pas terminée. Le MC-21 force déjà l'industrie à se poser des questions dures sur l'autosuffisance, la résilience et le nouvel équilibre des forces dans l'aviation mondiale. Est-ce que vous feriez confiance à un avion russe de nouvelle génération pour votre prochain voyage transcontinental? L'excellence technique peut-elle surmonter les barrières politiques? Et si le MC-21 réussit, quelles ondes de choc pourrait-il envoyer dans les compagnies aériennes du monde entier? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Où vous situez-vous sur l'avenir du MC-21? Réécrira-t-il les règles du jeu ou le duopole de Airbus-Boeing tiendra-t-il bon? Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker, vous abonner et rester connecté pour plus d'analyses sur les avions qui dessinent notre ciel. Parce qu'en aviation, la prochaine révolution est toujours à un décollage audacieux près.